Nous allons démarrer tout de suite notre nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Et tout de suite, évidemment, pour reprendre la nouvelle À la recherche de Kadat de Lovecraft, nous allons revenir un petit peu en arrière avec ce qui a clôturé la lecture la dernière fois. Bonsoir évidemment Drix1675, bienvenue. Et je vous souhaite, toujours pas le bon potard, je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute. Bonne peur, brave gens. Le troisième matin, il arriva en vue de la première carrière d'onyx et salua les hommes qui y travaillaient avec des pics et des ciseaux. Avant que le soir ne tombât, il était passé devant 11 de ces carrières, le pays étant surtout formé de falaises d'onyx et de murs de galets sans la moindre végétation. Il n'y avait çà et là que de grands morceaux de roc dispersés sur le sol noir, tandis que sur la droite, les grands pics infranchissables s'élevaient toujours, sinistres et décharnés. Il passa la troisième nuit dans un camp de mineurs dont les feux tremblants jetaient des reflets bizarres sur la falaise polie qui se dressait à l'ouest. Ils chantèrent beaucoup et racontèrent nombre d'histoires, faisant preuve d'un si étrange savoir des anciens jours et des habitudes des dieux, que Carter comprit qu'ils possédaient beaucoup de souvenirs latents de leurs ancêtres, les grands anciens. Ils lui demandèrent où il allait et lui conseillèrent de ne pas trop remonter trop loin vers le nord. Mais il leur répliqua qu'il cherchait de nouvelles falaises d'onyx et qu'il ne courait pas plus de risques que les habituels prospecteurs. Au matin, il leur dit adieu et chevaucha à travers un pays de plus en plus sombre où, d'après ce qu'on lui avait dit, devait se trouver la carrière inquiétante et abandonnée d'où des mains plus vieilles que les mains des hommes avaient extrait des blocs prodigieux. Il fut pris d'inquiétude quand, se retournant pour un dernier geste d'adieu, il pensa avoir vu s'approcher du camp ce vieux marchand trapu, à l'œil torve, dont le trafic supposé avec Leng défrayait les conversations dans la lointaine d'Ilatline. Après qu'il eut dépassé 2 autres carrières, les régions habitées d'Inquanox semblèrent prendre fin, et la route se fit plus étroite, jusqu'à n'être plus qu'un chemin de yak très en pente, serpentant à travers les noires falaises interdites. Sur la droite se dressaient toujours les pics lointains et décharnés, et à mesure que Carter s'avançait de plus en plus dans ce royaume vierge, il trouvait qu'il devenait plus sombre et plus froid. Il s'aperçut bientôt
que sur le noir chemin, il n'y avait plus ni empreinte de pied, ni empreinte de sabot, et comprit qu'en vérité, il était arrivé dans les contrées étranges et désertes de l'ancien temps. Une fois, par hasard, un corbeau croissa dans le ciel, et derrière quelque énorme rocher, de temps à autre, il entendit un battement d'ailes qui lui fit penser, avec angoisse, au fameux oiseau Chantac. Le plus souvent, il n'y avait rien, et Carter continuait, solitaire, à chevaucher sur sa monture à la toison broussailleuse. Il se troubla en remarquant que son excellent yak renâclait de plus en plus à avancer et était de plus en plus enclin à grogner de frayeur au moindre bruit. Le sentier se resserrait maintenant entre des murs noirs et luisants et sa pente s'accentuait. La progression y était difficile et le yak glissait souvent sur de gros éclats de pierre. Au bout de 2 heures, Carter aperçut devant lui une crête au contour précis, au-delà de laquelle il n'y avait plus rien que le triste ciel gris. Il bénit la perspective d'un palier ou d'une descente. Atteindre cette crête n'était pas cependant chose facile, car le chemin était maintenant presque vertical et que la chute de gravier noir et de petites pierres le rendait dangereux. Carter descendait parfois de son yak, et quand il s'entravait ou trébuchait, tirait derrière lui l'animal inquiet en gardant son équilibre du mieux qu'il le pouvait. Il atteignit alors brusquement le sommet, et comme il regardait à l'avant, ce qu'il vit lui coupa le souffle. Voici où nous en étions. Droit devant lui, le chemin continuait, descendant légèrement entre les mêmes lignes de hauts murs naturels qu'auparavant. Mais sur la gauche s'ouvrait un monstrueux espace, ayant d'innombrables acres d'étendue. Quelque archaïque puissance avait en ces lieux taillé et arraché les originelles falaises d'onyx pour les transformer en une carrière de géants. Loin, à l'arrière, dans le précipice, il y avait encore les marques de la gouge gigantesque, et profond dans les entrailles de la terre, bâillaient de gigantesques trous de bêche. Cette carrière n'était pas œuvre humaine, et ses faces concaves étaient creusées de grands carrés ayant plusieurs yards de côté qui disaient la taille des blocs arrachés, là, un jour, par des ciseaux et des mains inconnues. Très haut, au-dessus des bords de la carrière, des corbeaux volaient et croissaient. Dans les profondeurs invisibles, de vagues vrombissements signalaient la présence de chauves-souris, d'uragues ou encore plus innommables présences qui hantaient la noirceur infinie. Carter, debout dans le crépuscule sur l'étroit chemin,
regardait le sentier rocailleux descendre devant lui. Sur sa droite, les hautes falaises d'onyx se prolongeaient à perte de vue. Sur sa gauche, elles étaient taillées par cette terrible carrière supraterrestre. Le yak poussa tout à coup un grand cri et, échappant au contrôle de Carter, le dépassa d'un bond et, terrifié, fonçant droit devant lui, disparut vers le nord dans l'étroit chemin en pente. Des pierres projetées par ses sabots tombèrent dans la carrière et se perdirent dans le noir, sans faire au fond le moindre bruit de chute. Carter, qui, à bout de souffle, poursuivait la monture rapide, ignora les dangers de cet étroit passage. Bientôt, les falaises se dressèrent à nouveau sur la gauche, resserrant une fois de plus le chemin. Et le voyageur continua de courir après son yak, dont les larges empreintes disaient la fuite désespérée. Pensant avoir entendu le bruit des sabots de la bête effrayée et encouragé par ce bruit, il accéléra sa poursuite. Il franchissait des milles et petit à petit le chemin s'élargissait devant lui, de sorte qu'il comprit bientôt qu'il allait atteindre le désert terrible et glacé qui s'étend dans le nord. Les flancs décharnés des lointains pics infranchissables étaient à nouveau visibles au-dessus des rochers qui s'étendaient sur sa droite. Devant lui, il y avait des rocs et des pierres énormes. Et cette étendue lui donnait sans doute un avant-goût de la plaine sombre et sans bornes. Une fois de plus, le bruit des sabots résonna à ses oreilles, plus fort qu'auparavant. Mais au lieu de l'encourager, cela le remplit de terreur, car il se rendit compte que ce n'était pas le bruit des sabots de son yak. Ce bruit, impitoyable et décidé, venait de derrière lui. La poursuite du yak se transforma alors en une fuite éperdue devant quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Car sentant que la bête qu'il avait à ses trousses ne pouvait être ni normale ni définissable, il n'osait pas jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Son yak avait dû l'entendre ou la sentir le premier, et Carter n'avait aucune envie de se demander s'il était suivi depuis les demeures des mineurs ou seulement depuis le gouffre noir de la carrière. Il avait entre-temps dépassé les falaises, et la nuit tombait sur une immensité de sable et de rochers spectraux où tout chemin se perdait. Il ne pouvait plus voir les empreintes de son yak, mais l'affreux galop continuait toujours derrière lui. À cela s'ajoutait de temps en temps une sorte de vrombissement et de gigantesques bruits d'ailes. Il s'aperçut avec désespoir qu'il perdait du terrain, et il comprit qu'il était irrémédiablement perdu dans ce désert chaotique et maudit, rempli de rocs indéfinissables et de sable vierge. Seul, sur sa droite, les pics lointains et infranchissables lui indiquaient vaguement sa direction. Mais il devenait de moins en moins distinct à mesure que le crépuscule gris faisait place à la morbide phosphorescence des nuages. Vers le nord, qui s'enténébrait, il aperçut alors, imprécise et entourée de brume, une chose terrible. Il avait, pendant quelques instants, pensé que c'était une chaîne de noires montagnes. Il voyait maintenant que c'était quelque chose d'autre. La phosphorescence des nuages immobiles le montrait nettement, et de rougeoyantes vapeurs en découvraient en partie la silhouette. Quelle en était la distance? Il ne pouvait le dire.
mais elle devait être très grande. Cette chose avait des milliers de pieds de haut et s'étendait en un immense arc de cercle concave, depuis les pics gris et infranchissables, jusqu'aux espaces inimaginablement vastes de l'Ouest. Les anciennes montagnes d'Onyx n'étaient plus maintenant des montagnes, parce qu'une main plus grande que celle des hommes les avait touchées. Silencieuses, elles étaient accroupies, là, au sommet du monde, comme des loups ou des vampires, couronnés de nuages et de brouillards, et veillant pour toujours sur les secrets du Grand Nord. Rangées en un immense demi-cercle, ces montagnes, chiens de garde du Nord, étaient sculptées en monstrueuses statues vigilantes, et leurs mains droites étaient levées dans un geste de menace contre le genre humain. Ce n'était que la lumière tremblante de nuages qui donnait l'illusion que leur double tête nitreuse semblait bouger. Mais tandis que Carter continuait d'avancer, il vit se lever sur leur sommet ombreux de grandes formes, dont le mouvement, lui, n'était pas une illusion. Ailées et vrombissantes, ces formes grandissaient à chaque instant, et le voyageur comprit que sa marche en avant était terminée. Ce n'était pas comme ailleurs sur la terre ou au pays des rêves des oiseaux ou des chauves-souris, car ces formes étaient plus grosses qu'un éléphant et avaient une tête de cheval. Carter comprit que ce devaient être les fameux oiseaux Shantak, et il ne se demanda plus quels étaient les gardiens infernaux et les sentinelles innommables qui empêchaient les hommes d'atteindre le désert rocheux et boréal. Enfin, résigné, il s'arrêta et osa regarder derrière lui. Sur un maigre yak, trottait, en grimaçant, l'homme trapu à l'œil torve, le marchand enroulé d'une diabolique légende qui conduisait une horrible horde de féroces Shantak dont les ailes gardaient encore le givre et le nitre des gouffres infernaux. Bien qu'encerclé par ces cauchemardesques et fabuleuses bêtes ailées à tête de cheval qui se pressaient autour de lui en un cercle démoniaque, Randolph Carter ne perdit pas conscience. Hautes et horribles, ces gigantesques gargouilles se dressaient au-dessus de lui, tandis que le marchand à l'œil torve sautait à bas de son yak et, grimaçant, se tenait devant le prisonnier. L'homme enjoignit alors Carter de monter sur l'un des répugnants Shantak et l'y aida. Carter, sa raison combattant son dégoût, obéit. Mais il avait du mal à s'exécuter, car l'oiseau Shantak, au lieu de plumes, est couvert d'écailles, et ces écailles sont très glissantes. Quand il fut assis, l'homme à l'œil torve sauta derrière lui, laissant à l'un des incroyables colosses ailés le soin de conduire son yak vers la chaîne de montagnes sculptées. Il décrivait maintenant de hideuses courbes dans l'espace glacé, volant sans arrêt vers ces montagnes infranchissables aux flancs gris et décharnés qui se dressaient à l'est, et derrière lesquelles devait se trouver Leng. Ils volèrent plus haut que les nuages, jusqu'à ce qu'enfin passassent au-dessous d'eux les fabuleux sommets qui se perdent dans des parquets de brume luisante et que n'ont jamais vus les habitants d'Inquanok. Carter, en les survolant, les observa attentivement et aperçut sur leurs pics les plus élevés l'entrée d'étranges cavernes qui lui rappelèrent celles du Ngranek. Il ne questionna pas à ce sujet l'homme qui l'avait fait prisonnier,
S'étant aperçu que celui-ci et sa monture à tête de cheval semblaient curieusement effrayés par ces cavernes, et se dépêchait nerveusement de les doubler, montrant une grande inquiétude, tant qu'ils ne les eurent pas laissés loin à l'arrière. Le Chantac volait maintenant plus bas, et sous la couche de nuages se révélait une plaine grise et nue, sur laquelle, à de grandes distances, luisaient de petits feux. Le Chantac volait maintenant plus bas, et sous la couche de nuages se révélait une plaine grise et nue, sur laquelle, à de grandes distances, luisaient de petits feux. J'ai déjà lu ça, non ? Comme il descendait, des huttes de granit et des villages de pierre noire, dont les minuscules fenêtres luisaient à peine d'une lumière pâle, apparurent par intervalles. De ces huttes et de ces villages leur parvint le bourdonnement criard des pipeaux et l'horrible bruit des crotales, ce qui démontra, sur le champ, que les habitants d'Inquanoc ne se trompent pas dans leurs intuitions géographiques. Les voyageurs auxquels il est arrivé d'entendre de tels sons savent qu'ils ne s'élèvent que de ce plateau désert et glacé que les gens normaux ne visitent jamais, de cette région mystérieuse et diaboliquement hantée qui s'appelle Leng. Des formes sombres dansaient autour de petits feux, et Carter se demandait avec curiosité de quelle sorte d'être il pouvait bien s'agir. Personne, en effet, n'a jamais été à Leng. Et l'endroit n'est connu que parce qu'on a vu de loin ces feux et ces huttes de pierre. Ces formes sautaient selon un rythme lent et affreux, et avaient une façon de se tordre et de se courber qui paraissait malsaine et n'était pas agréable à regarder. Aussi, Carter ne s'étonna-t-il pas de la monstrueuse malédiction que leur attribue une vague légende, ni de la terreur que, dans tout le pays du rêve, suscite leur horrible plateau glacé. Le Chantac, volant plus bas, la répulsion que lui inspiraient ses danseurs ne lui parut pas tout à fait inconnue, et lui sembla même empreinte d'une familiarité infernale. Le prisonnier fixa attentivement ses yeux sur eux, cherchant dans sa mémoire où il avait déjà pu voir de telles créatures. Elles avaient des sabots à la place des pieds et paraissaient coiffées d'une sorte de perruque ou de bonnet surmonté de petites cornes. Elles n'avaient pas d'autres vêtements, mais pour la plupart étaient couvertes d'une abondante fourrure. Ces créatures avaient des queues minuscules, et quand elles levèrent la tête, il remarqua la largeur anormale de leur bouche.
Il sut alors qui elles étaient. Et qu'après tout, elles ne portaient ni perruque, ni bonnet. L'infernal peuple de Leng ne faisait qu'un avec les marchands inquiétants venus à bord des galères noires pour vendre leurs rubis à Dilatlin. Ces marchands, pas tout à fait humains, qui sont les esclaves des monstrueux habitants de la Lune. Et c'était bien, en vérité, les mêmes êtres que ceux qui, si longtemps auparavant, avaient enlevé Carter sur leur galère puante. Il avait vu leurs semblables conduits en troupeau sur les ignobles quais de l'affreuse cité lunaire. Il avait vu comment les plus maigres étaient condamnés au travail et les plus gras enfermés dans des cages et emmenés pour satisfaire aux besoins de leurs maîtres aux corps amorphes de polypes. Il savait maintenant d'où provenaient ces créatures si mystérieuses. Et il frissonna à la pensée que Leng devait être en rapport avec ces informes abominations qui peuplent la Lune. Le Shantak, cependant, continuait son vol. Il dépassa les feux, les huttes de pierre et ces danseurs qui n'étaient pas humains. Il plana au-dessus de stériles montagnes de granit et d'immensités sombres couvertes de rochers, de glace et de neige. Le jour vint et la phosphorescence des nuages bas fit place au crépuscule brumeux de ce monde nordique. Mais l'affreux oiseau continuait son vol imperturbable dans le silence et le froid. Par moments, l'homme à l'œil torve parlait à sa monture dans un langage guttural et haïssable. Le Shantak répondait par des ricanements qui ressemblaient au crissement d'un morceau de verre. Le relief entre-temps s'éleva de plus en plus. Et ils atteignirent finalement un pays plat, balayé par le vent. Pays qui semblait être le toit suprême d'un monde inhabité et flétri. Seul, dans la brume, les ténèbres et le froid, s'élevait là un bâtiment trapu et sans fenêtres, fait de pierres grossières autour duquel étaient dressés en cercle des monolithes à peine dégrossis. L'ensemble n'avait rien d'humain, et se référant aux vieilles légendes, Carter en conclut qu'il était arrivé dans le lieu le plus affreux et le plus malfamé, dans ce lieu isolé où se trouve le monastère préhistorique, où vit en solitaire l'indescriptible grand prêtre qui porte sur son visage un masque de soie jaune et prie les autres dieux et Nyarlathotep, le chaos rampant.
L'oiseau répugnant atterrit alors, tandis que l'homme à l'œil torve sautait à terre et aidait son prisonnier à descendre. Carter était maintenant fixé sur les intentions de son vainqueur. Il était clair que le marchand à l'œil torve était un agent des puissances infernales et qu'il était pressé d'amener à ses maîtres ce mortel présomptueux qui voulait découvrir Kadat, la cité inconnue, et prier les grands anciens dans leur château d'Onyx. Il crut aussi comprendre que ce marchand avait été la cause de son premier enlèvement à Dilatlin par les esclaves des êtres lunaires, et qu'il désirait maintenant voir se réaliser ce que le secours des chats avait empêché d'accomplir. Il allait emmener sa victime à quelque funeste rendez-vous où se trouverait le monstrueux Nyarlathotep, et lui dire de quelle hardiesse avait fait preuve Carter dans sa recherche de Kadat, la cité inconnue. Leng et le désert glacé qui s'étend au nord d'Inquanok sont sans doute très proches des autres dieux, et les passages qui mènent à Kadat sont bien gardés. L'homme à l'œil torve était de petite taille, mais le grand oiseau à tête de cheval veillait à ce qu'il soit obéi. Aussi, Carter le suivit-il, et traversant le cercle des menhirs, il pénétra par une porte voûtée à l'intérieur du monastère sans fenêtre. Il n'y avait aucune lumière, mais l'infernal marchand alluma une petite lampe d'argile ornée d'affreux bas-reliefs et poussa son prisonnier à travers quantité d'étroits corridors. Sur les murs de ces corridors étaient peintes, dans un style inconnu des archéologues terrestres, des scènes terrifiantes, plus vieilles que l'histoire. Malgré d'innombrables éternités, leur couleur était encore brillante, car la sécheresse et le froid de l'abominable Leng conservent l'essentiel des choses. Carter les entrevit dans les éclats mouvants de cette lampe triste et frissonna en découvrant ce qu'elle racontait. On découvrait, à travers ces fresques archaïques, toute l'histoire de Leng. Les créatures presque humaines avec leurs cornes, leurs sabots et leurs larges bouches dansaient d'infernales façons parmi les villes oubliées. Il y avait des scènes d'anciennes guerres où l'on voyait les habitants presque humains de Leng combattre les araignées pourpres et boursouflées des vallées avoisinantes. Des scènes relatant l'arrivée des noirs galères venus de la Lune. Des scènes relatant la soumission du peuple de Leng aux êtres blasphématoires, aux corps amorphes et couverts de polypes qui semblaient patauger, se tordre et se glisser hors de la muraille.
ces êtres blasphématoires, au corps blanc, grisâtre et visqueux. Il les adorait comme des dieux, ne se plaignant jamais quand ils emmenaient sur leurs galères noires des troupeaux de leurs mâles les plus gras et les plus beaux. Les monstrueuses bêtes de la lune établissaient leur camp en mer, sur une île rocheuse. Carter, en considérant ces fresques, constata que cette île n'était autre que le rocher isolé et sans nom qu'il avait vu en faisant voile vers Inquanok. Ce rocher gris et maudit que fuient les marins et d'où d'horribles hurlements s'élèvent toutes les nuits. Ces fresques représentaient en outre le grand port et la capitale de ces créatures presque humaines, ville fière dont les nombreux piliers s'élevaient entre les falaises et les quais de basalte, ville étonnante avec ses places pleines de sculptures et ses temples élevés. De grands jardins et des rues bordées de colonnades conduisaient des falaises et de chacune des 6 portes surmontées par des sphinx à une vaste place centrale. Il y avait sur cette place 2 gigantesques lions ailés veillant sur l'ouverture d'un escalier souterrain. Maintes et maintes fois étaient représentés ces énormes lions ailés, leurs puissants flancs de diorite luisant dans le gris crépuscule du jour ou dans la nuageuse phosphorescence de la nuit. Carter, tout en continuant d'avancer, comprit enfin, à force de voir se répéter les dessins qui les représentaient, quels étaient ces lions et quelle était cette cité sur laquelle avaient autrefois régné, avant l'arrivée des galères noires, ces êtres presque humains. On ne pouvait s'y tromper. Les légendes du pays des rêves étant précises et abondantes. Indubitablement, cette cité primitive n'était autre que la légendaire Sarcomande, dont les ruines ont blanchi pendant 1 million d'années, avant que ne naisse le véritable premier homme, et dont les lions gigantesques gardent éternellement les marches qui, du pays des rêves, descendent jusqu'au grand abîme. D'autres peintures représentaient les pics gris et décharnés qui séparent l'Eng d'Inquanok et les monstrueux oiseaux chantak qui, à mi-hauteur, y construisent leur nid sur des saillies. Elles représentaient également les mystérieuses cavernes creusées près du sommet des pics les plus élevés, ces cavernes que même les plus téméraires des chantak évitent en hurlant. Carter les avait aperçus en les survolant, et il avait noté leur ressemblance avec celle du Ngranek. Il savait maintenant que cette ressemblance était plus que fortuite, car les peintures montraient les terrifiants habitants de ces cavernes. Leurs ailes de chauve-souris, leurs cornes recourbées, leur queue poilue, leurs pattes préhensile et leur corps caoutchouteux ne lui étaient pas étrangers. Il avait déjà rencontré ces créatures silencieuses, ces gardiens sans esprit du grand abîme que craignent les grands anciens eux-mêmes et qui ont pour seigneur non pas Nyarlathotep, mais Nodens, le dieu
blanchie par les âges. Ces êtres infernaux, ce sont les maigres bêtes de la nuit. Bêtes qui ne rient jamais parce qu'elles n'ont pas de visage et qui volent éternellement dans les ténèbres entre le Val de Pnot et les passages qui conduisent au monde extérieur. Le marchand à l'œil torve avait maintenant poussé Carter dans une vaste salle voûtée, dont les murs étaient recouverts d'inquiétants bas-reliefs. Au centre de cette pièce, belle ouverture circulaire d'un puits, entouré par 6 démoniaques autels de pierre. Il n'y avait aucune lumière dans cette vaste crypte pleine d'une odeur infernale. Et la petite lampe du sinistre marchand brillait si faiblement que ce n'est que petit à petit qu'on pouvait se rendre compte des détails. À l'autre extrémité se dressait une haute estrade de pierre où l'on accédait par 5 marches, là, sur un trône doré. Se tenait une silhouette apathique, vêtue de soie jaune, frangée de rouge, et portant sur le visage un masque de soie jaune. L'homme à l'œil torve fit quelques gestes avec ses mains. Et l'être caché dans le noir répondit en élevant dans ses pattes recouvertes de soie une flûte d'ivoire horriblement décorée et en émettant sous son masque quelques sons répugnants. Ce colloque se poursuivit un moment, et il y avait dans le son de cette flûte et dans la puanteur de cette crypte quelque chose qui, tout en rendant Carter malade, lui semblait pourtant familier. Cela lui faisait penser à l'effrayante cité éclairée par une lumière rouge et à la révoltante procession qui avait défilé. Cela lui rappelait aussi l'affreuse escalade à travers le paysage lunaire avant que n'arrivassent les chats qui l'avaient sauvé. Il savait que la créature qui se trouvait sur l'estrade était sans nul doute possible l'indescriptible grand prêtre auquel la légende attribue des pouvoirs diaboliquement anormaux. Mais il avait peur, ne fût-ce que de penser à ce que pouvait être ce grand prêtre abhorré. La soie brodée glissa, découvrant l'une des pattes blanches et grisâtres. Et Carter devina qui était ce répugnant grand prêtre. Dans cette mortelle seconde, une peur invincible le poussa à accomplir un acte que n'aurait jamais osé sa raison. Dans sa lucidité en émoi,
Il n'y avait place que pour la farouche volonté d'échapper à ceux qui siégeaient sur ce trône d'or. Il savait que, sans espoir, des labyrinthes de pierre le séparaient du plateau glacé qui s'étendait à l'extérieur. Il savait que, sur ce plateau, l'attendait encore l'infernal Shantak. Mais en dépit de tout cela, son esprit n'était possédé que par l'immédiate volonté d'échapper à cette visqueuse monstruosité vêtue de soie. L'homme à l'œil torve avait posé sa lampe baroque sur l'un des hauts autels de pierre qui entouraient le puits. Et s'était quelque peu avancé pour parler par geste au grand prêtre. Carter, jusque-là absolument immobile, se jeta brusquement sur cet homme, et de toute la force sauvage de sa peur, le précipita dans le trou béant où il disparut aussitôt. La légende dit que ce puits descend jusqu'aux infernales voûtes de Zin, où dans les ténèbres les gugues chassent les pales. Carter, aussitôt, s'empara de la lampe et s'élança dans les labyrinthes ornés de fresques, s'engouffrant au hasard dans tel ou tel corridor, et essayant de ne pas penser à l'infecte masse aux pattes informes qui, derrière lui, se tenait sur les strates de pierre, ni aux glissements et aux reptations qui devaient le poursuivre dans ces corridors sans lumière. Au bout de quelques instants, il regretta sa hâte inconsidérée et pensa qu'il aurait mieux fait de suivre en sens inverse les fresques qu'il avait vues à l'allée. Elles étaient en vérité si confuses et si compliquées qu'elles n'auraient pu l'aider beaucoup, mais il regrettait de ne pas avoir tenté de le faire. Il s'aperçut alors que les fresques qui l'environnaient, maintenant, étaient encore plus horribles que les premières. Et il comprit qu'il n'était pas dans les corridors qui menaient au dehors. Certain, bientôt, de n'être pas suivi, il ralentit ses pas. Mais à peine avait-il repris son souffle qu'un nouveau péril l'assaillit. Sa lampe faiblissait, et il serait vite dans une nuit de poids, sans rien pour se guider ni s'éclairer. Quand la lumière se fut complètement éteinte, il continua à tâtons dans le noir et pria les grands anciens de lui accorder toute l'aide possible. Par moments, il sentait que le sol de pierre s'inclinait vers le haut ou vers le bas, et il buta une fois contre une marche qui ne semblait avoir aucune raison d'être. Plus il avançait, plus il y avait d'humidité, et quand il avait à choisir dans un embranchement ou un large passage, il choisissait toujours le chemin dont la pente était la moindre.
Il s'aperçut néanmoins que le chemin qu'il suivait était plutôt descendant. L'odeur de la voûte et les instructions qu'il rencontrait sur les murs et sur le sol graisseux l'avertirent qu'il était en train de s'enfoncer profondément à l'intérieur du malsain plateau de Leng. Mais rien ne l'avertit de ce qui finalement arriva. Rien que la chose elle-même et le choc de cet horrible et terrifiant chaos qui vous coupe la respiration. Tandis que lentement il avança à tâtons sur le sol glissant presque plat à cet endroit, il tomba brusquement dans un puits ténébreux et quasiment vertical. Du temps que dura cette horrible glissade, il ne put jamais être sûr. Mais elle sembla durer des heures, au milieu d'une nausée délirante et d'une frénésie extatique. Il comprit ensuite qu'il se trouvait de nouveau sous les phosphorescents nuages d'une nuit nordique qui tristement luisait autour de lui. Des murs délabrés et des colonnes brisées l'entouraient. Le dallage sur lequel il était étendu était jonché d'herbes et crevé un peu partout par des racines et des buissons. Infini et vertical, une colonne de basalte s'élevait derrière lui. Son côté sombre était couvert de repoussants bas-reliefs et percé par une entrée voûtée donnant sur les ténèbres intérieures qu'il venait de quitter. Devant lui s'étendait une double rangée de piliers ou de fragments de piliers, rappelant qu'il y avait eu là, au temps passé, une large rue. En considérant les urnes et les bassins dispersés au long de cette voie, il comprit qu'il s'agissait d'une ancienne allée de jardin. Au loin, tout au bout, les piliers s'écartaient pour décrire une vaste place circulaire. À l'intérieur de ce cercle se dessinaient, sous les nuages livides de la nuit, deux choses monstrueuses. Deux énormes lions ailés de diorite, entre lesquels on apercevait des ténèbres et des ombres. Ils avaient plus de 20 pieds de haut, penchaient en arrière leurs têtes grotesques aux traits intacts, et dérisoirement montraient les dents aux ruines qui les entouraient. Carter savait parfaitement ce qu'étaient ces deux lions, car les légendes n'en mentionnent que deux. Ils étaient les gardiens immuables du grand abîme, et ces ruines sombres étaient celles de Sarkomande, la cité originelle. Le premier acte de Carter fut de clore
et de barricader la porte de la falaise avec les blocs et les débris qu'il trouva tout autour. Il ne tenait pas à être poursuivi par le serviteur du haïssable monastère de Leng, car il y aurait bien assez de dangers nouveaux sur la route qu'il allait suivre. Comment se rendre de Sarkomande dans les régions habitées du monde des rêves? Il n'en savait absolument rien. Il n'avait guère intérêt à descendre jusqu'aux grottes des vampires, puisqu'il savait que ceux-ci n'étaient pas mieux renseignés que lui. Les 3 vampires qui l'avaient aidé à traverser la cité des Gugs et à gagner le monde extérieur ne savaient pas comment, dans leur voyage de retour, atteindre Sarkomande, et avaient projeté de demander leur chemin au vieux marchand de Dilatline. Carter pensait avec déplaisir qu'il devrait à nouveau gagner le monde souterrain des Gugs et s'aventurer une fois de plus dans l'infernale tour de Côte dont les marches cyclopéennes conduisent au bois enchanté. Il n'osait pas s'aventurer tout seul sur le plateau de Leng et passer devant le monastère solitaire. Les émissaires du grand prêtre devaient être nombreux, et il aurait sans doute affaire, avant la fin du voyage, au Shantak, sinon à d'autres choses. S'il arrivait à trouver un bateau, il pourrait retourner à Inquanok en doublant le roc hideux et décharné qui se dresse dans la mer. Les fresques originelles lui avaient montré, dans le labyrinthe du monastère, que ce lieu effrayant ne se trouve pas loin des quais de basalte de Sarkomande. Trouver un bateau dans cette ville abandonnée depuis des éternités était fort peu probable, et il ne voyait pas comment il pourrait en fabriquer un. Telles étaient les pensées de Randolph Carter, quand une nouvelle image commença à s'imposer à son esprit. Semblable à un immense cadavre, la fabuleuse Sarkomande s'étendait au-dessous de lui, avec ses piliers noirs, ses portes en ruines surmontées de sphinx, ses pierres titanesques et ses nombreux lions ailés se dessinant dans la morbide pénombre des lumineux nuages de la nuit. Sur la droite, il vit alors, loin devant lui, une lueur qui ne pouvait être jaillie d'aucun nuage. Et il comprit qu'il n'était pas seul dans le silence de la cité morte. Cette luminescence s'élevait et retombait capricieusement, faisant vaciller des reflets verdâtres peu faits pour rassurer Carter. Quand il s'en rapprocha, en se glissant à travers la rue encombrée et à travers d'étroits passages qu'il se fraya à travers les murs croulants, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un feu de camp, allumé près des quais, et que de nombreuses formes incertaines se serraient en masse sombre autour de lui. Une odeur mortelle flottait au-dessus de ce spectacle. Au-delà, il y avait le ressac huileux du port. Un grand bateau s'y balançait à l'ancre et Carter s'arrêta, frappé de terreur, en s'apercevant que ce bateau n'était autre que l'une de ces infernales galères noires qui venaient de la Lune. Juste au moment où il allait s'éloigner de ce feu détestable, il remarqua un mouvement parmi les sombres formes incertaines et entendit un son singulier, mais absolument reconnaissable. C'était le cri effrayant d'un vampire qui, en un instant, s'était transformé en un véritable hurlement d'angoisse.
à l'abri, comme il était dans l'ombre de ces ruines monstrueuses. Carter permit à sa curiosité de prendre le pas sur sa peur. Et il se glissa en avant au lieu de battre en retraite. Une fois, pour traverser une rue découverte, il dut ramper sur le ventre comme un ver. Une autre fois, il dut se mettre debout pour éviter de faire du bruit sur un tas de marbre brisé. Il parvint pourtant, sans être découvert, à trouver, derrière un énorme pilier, une cachette d'où il pouvait observer toute la scène, éclairée par la lumière verte. Là, autour d'un feu abominable, alimenté par d'ignobles morceaux de champignons lunaires, il y avait un cercle puant de bêtes à forme de crapauds et d'esclaves presque humains. Quelques-uns de ces esclaves faisaient chauffer dans les flammes bondissantes d'étranges javelots de fer, et par intervalles, on appliquait les pointes rouges et à blanc sur 3 prisonniers bien attachés qui se tordaient de douleur devant les chefs. D'après les mouvements de leurs antennes, Carter pouvait juger que les bêtes lunaires aux groins aplatis prenaient un vif plaisir à ce spectacle. Et grande fut son horreur quand il reconnut soudain les hurlements frénétiques et comprit que les vampires torturés n'étaient autres que le fidèle trio qui lui avait servi de guide et l'avait aidé à sortir sain et sauf de l'abîme. Ils avaient quitté le bois enchanté avec l'intention de gagner Sarcomande et la porte de leur patrie profonde. Le nombre de puantes bêtes lunaires qui se tenaient autour de ce feu verdâtre était considérable. Et Carter comprit que, pour le moment, il ne pouvait rien faire pour sauver ses anciens alliés. Il ne pouvait deviner comment les vampires avaient été capturés, mais il imaginait que les horreurs à face de crapaud les avaient entendus s'enquérir à Dilatline de la route de Sarcomande et n'avaient pas voulu qu'ils approchassent d'aussi près le haïssable plateau de Leng et l'indescriptible grand prêtre. Il se demanda un moment ce qu'il devait faire et se rappela soudain qu'il était très proche de la porte du royaume des vampires. Il était évident que le plus sage était de se glisser à l'est, jusqu'à cette place où se dressaient les 2 lions, et de descendre sur le champ, jusqu'au gouffre. Et merci Coco du resub. 17 mois, c'est beau. Bonsoir à toi. Il n'y rencontrerait certainement pas d'horreur pire que celle qu'il avait devant lui, et pourrait rapidement trouver des vampires prêts à secourir leurs frères et peut-être à exterminer les bêtes lunaires de la galère noire. Il y avait des chances que la porte, comme toutes les autres portes de l'abîme, soit gardée par des troupeaux de maigres bêtes de la nuit. Mais il ne craignait plus ces créatures sans visage. Il avait appris que des traités solennels les lient avec les vampires, et le vampire Pickman lui avait appris leurs mots de passe. Carter recommença à ramper silencieusement à travers les ruines, suivant lentement les murs afin de gagner la grande place centrale où se trouvaient les lions ailés. Ce fut difficile, mais les bêtes lunaires affairées à leur réjouissance n'entendirent pas le bruit qu'il fit par 2 fois au milieu des pierres éparpillées. Il atteignit enfin l'espace découvert
et choisit son chemin parmi les arbres rabougris et les vignes qui avaient poussé là. Les gigantesques lions se dessinaient, terribles, au-dessus de lui, dans la luminescence morbide des phosphorescents nuages de la nuit. Intrépidement, il continua à s'avancer vers eux et rampa autour de leur gueule, sachant que c'était de ce côté qu'il trouverait l'énorme monde obscur qu'ils gardent. Les bêtes de diorite, au visage moqueur, étaient accroupies sur des piédestaux cyclopéens dont les côtés étaient ornés d'effrayants bas-reliefs. Une cour tuilée, au centre de laquelle il y avait eu autrefois un espace entouré par des balustrades d'onyx les séparait. Au milieu de cet espace s'ouvrait un puits noir. Et Carter comprit bientôt qu'il avait atteint le gouffre béant, dont les marches antiques et décrépites descendent jusqu'aux abîmes du cauchemar. Terrible est le souvenir de cette descente dans le noir, où tandis que les heures passaient, Carter tournait sans y voir tout au long d'une spirale incommensurable de marches abruptes et glissantes. Si usées et si étroites étaient ces marches, si poisseuses les avait rendues l'humidité de l'intérieur de la terre, que Carter s'attendait à chaque instant à une chute horrible jusqu'au fond des puits ultimes. Il ne savait pas quand et comment les maigres bêtes de la nuit, gardiennes de ces gouffres, lui tomberaient dessus. D'ailleurs, il ne savait même pas s'il y en avait vraiment qui fussent en faction dans ce passage des premiers âges du monde. Autour de lui, tout avait la puanteur des abîmes infernaux, et il sentit que l'air de ces inquiétantes profondeurs n'était pas fait pour le genre humain. Engourdi et somnolent, il ne s'avança bientôt plus que mu par une impulsion automatique, bien plus que par une volonté raisonnée. Et il ne s'aperçut d'aucun changement quand il cessa complètement d'avancer, parce que quelque chose l'avait doucement saisi par derrière. Il était en train de voler très rapidement lorsqu'un pincement malveillant l'avertit que les maigres bêtes de la nuit avaient rempli leur mission. Devenu conscient de ce qu'il était dans les griffes humides et froides des oiseaux sans visage, Carter se rappela le mot de passe des vampires, et du plus fort qu'il put, le hurla dans le vent et le chaos du vol. Bien qu'on dise que les maigres bêtes de la nuit n'ont aucune espèce de compréhension, l'effet fut immédiat. Tous les pincements cessèrent aussitôt, et ces créatures se dépêchèrent de placer leurs prisonniers dans une position plus confortable. Ainsi encouragé, Carter risqua aussitôt quelques explications, racontant la capture de 3 vampires par les bêtes lunaires, leur torture et la nécessité d'assembler une armée pour les secourir. Les maigres bêtes de la nuit, bien qu'elles ne parlassent pas, semblèrent comprendre ce qu'il disait
et firent preuve dans leur vol de plus de hâte et de plus de décision. Les ténèbres denses firent brusquement place au crépuscule gris de la terre intérieure, et l'une de ces plaines stériles et plates où les vampires aiment à s'installer s'ouvrit devant eux. La présence des habitants de ce lieu se manifestait par une grande quantité de pierres tombales éparpillées et par des monceaux d'os. À l'instant où Carter jeta le cri d'alarme, une foule de terriers se vidèrent de leurs occupants aux corps élastiques, dont la forme ressemble à celle d'un chien. Les maigres bêtes de la nuit descendirent en planant, déposèrent leurs passagers, puis se reculèrent un peu, se groupant en demi-cercle, tandis que les vampires accueillaient le nouvel arrivant. À l'assemblée grotesque, Carter, rapidement et avec précision, délivra son message. 4 vampires pénétrèrent aussitôt dans différents terriers pour diffuser la nouvelle et réunir les troupes dont on aurait besoin pour le sauvetage. Après une longue attente, apparut un vampire de quelque importance. Ce dernier fit aux maigres bêtes de la nuit des signes qui eurent pour effet de faire s'envoler dans le noir 2 d'entre elles. À partir de cet instant, d'incessants renforts vinrent grossir le troupeau des maigres bêtes de la nuit. Jusqu'à la fin, le sol limoneux en fut pratiquement couvert. Entre-temps, l'un après l'autre, de nouveaux vampires étaient sortis en rampant des terriers, tous criant avec excitation et se rangeant dans un semblant d'ordre de bataille, non loin de l'assemblée des maigres bêtes de la nuit. À un certain moment, apparut ce vampire fier et influent, qui fut autrefois l'artiste Richard Pickman de Boston. Et Carter lui fit un compte-rendu très détaillé de ce qui était arrivé. L'ex-Pickman fut heureux de revoir son ancien ami et sembla très impressionné. Un peu en retrait de l'armée sans cesse grandissante, il se mit aussitôt à conférer avec les autres chefs. Finalement, après avoir passé les rangs en vue, les chefs assemblés hurlèrent à l'unisson et commencèrent à donner des ordres à la foule des vampires et des maigres bêtes de la nuit. Un gros détachement d'oiseaux à cornes disparut sur le champ, tandis que les autres, groupés 2 par 2, agenouillés et leurs pattes de devant étendues, attendaient qu'un par un s'approche des vampires. Lorsque chaque vampire atteignit le couple de maigres bêtes de la nuit qui lui était assigné, ils montaient sur leur dos et étaient emportés dans la nuit. Toute la troupe eut bientôt disparu, et il ne resta plus que Carter, Pickman, les autres chefs et quelques couples de maigres bêtes de la nuit. Pickman expliqua que les maigres bêtes de la nuit constituaient l'avant-garde des vampires et que l'armée se dirigeait vers Sarcomande pour régler le sort des bêtes lunaires. Carter et les chefs vampires s'approchèrent alors des montures qui les attendaient et sur le dos desquelles les hissèrent des pattes humides et glissantes. Quelques secondes plus tard, ils tournaient tous dans le vent et la nuit, montant sans fin jusqu'à la porte des lions ailés, jusqu'aux ruines spectrales de l'antique Sarcomande. Quand au bout de longs moments, Carter revit la morbide lumière du ciel nocturne de Sarcomande, ce fut pour contempler la grande place centrale débordant de troupes de vampires et de maigres bêtes de la nuit. Le jour, il en était sûr, devait être très proche. Mais si puissante était l'armée qu'elle n'aurait pas besoin de surprendre l'ennemi. Près des quais, la lueur verdâtre brillait encore faiblement, mais comme ne s'élevaient plus les hurlements des vampires, il semblait que la torture des prisonniers eût pour le moment cessé. Indiquant silencieusement la direction à leur monture et à l'avant-garde qui les précédait, les vampires s'élevèrent alors en colonne tournoyante
et survolant les ruines désolées, foncèrent sur le feu diabolique. Carter, à côté de Pickman, était maintenant au premier rang des vampires, et en approchant du camp hideux, il constata que les bêtes lunaires étaient complètement prises à l'improviste. Ligotés et inertes, les 3 prisonniers gisaient près du feu, les esclaves presque humains étaient endormis, et les sentinelles elles-mêmes avaient failli à leur devoir, pensant, sans doute, que dans ce royaume, leur rôle était tout à fait superflu. L'attaque des maigres bêtes de la nuit et des vampires qui les montaient fut très soudaine. Chacun des êtres grisâtres à forme de crapauds et chacun de leurs esclaves, presque humains, fut saisi par un groupe de maigres bêtes de la nuit, avant même que se fût élevé un seul bruit. Les bêtes lunaires étaient naturellement sans voix, mais les esclaves eux-mêmes n'avaient que peu de chance de pouvoir crier avant que les pattes caoutchouteuses ne les eussent réduits au silence. Les monstres gélatineux se tordaient horriblement lorsque les sardoniques maigres bêtes de la nuit les attrapaient, mais ils ne pouvaient rien contre la force de ces noires griffes préhensiles. Quand une bête lunaire se tordait trop violemment, une maigre bête de la nuit les attrapait et lui tirait ses tentacules frémissants, ce qui semblait lui faire tant de mal que la victime abandonnait immédiatement toute résistance. Carter s'attendait à voir un grand carnage. Mais il s'aperçut que les plans des vampires étaient bien plus subtils. Ils donnèrent certains ordres aux maigres bêtes de la nuit qui maintenaient leurs prisonniers. Et bientôt, les malheureuses créatures furent silencieusement emportées dans le grand abîme pour être impartialement distribuées entre les dols, les gugs, les pâles et les autres habitants de la nuit dont les méthodes d'alimentation ne sont pas indolores pour les victimes qu'ils ont choisies. Entre-temps, les 3 vampires ligotés avaient été libérés par leurs compagnons, tandis que différents groupes fouillaient le voisinage à la recherche des bêtes lunaires qui pourraient encore se cacher et monter à bord de la puante galère noire à l'ancre le long du quai pour s'assurer que rien n'avait échappé à la défaite générale. Leur victoire, sans doute, avait été complète, car les vainqueurs ne décelèrent pas un signe de vie. Carter, soucieux de se ménager un moyen d'atteindre le reste du monde des rêves, les pria instamment de ne pas couler la galère. Et sa requête lui fut facilement accordée en signe de gratitude pour la façon dont il avait fait part de la situation des 3 prisonniers. On trouva sur le bateau quelques objets et quelques ornements très curieux, dont certains furent immédiatement jetés à la mer par Carter. Les maigres bêtes de la nuit et les vampires formaient maintenant des groupes séparés, et ces derniers interrogeaient leurs 3 camarades sur ce qui leur était arrivé. On apprit alors que les 3 vampires avaient, depuis le bois enchanté jusqu'à Dilatlin, en passant par Nir et par la Sky, suivi les directions données par Carter. Ils avaient volé des vêtements humains dans une ferme isolée et imité de leur mieux la démarche des hommes. Leur visage et leur manière grotesque avaient soulevé de nombreux commentaires dans les tavernes de Dilatlin. Mais, jusqu'à ce qu'un vieux voyageur ait été capable de leur indiquer, ils avaient persisté à demander le chemin de Sarkomande. Ils apprirent alors que seul un bateau se rendant à l'Elagleng pourrait leur permettre d'accomplir leur voyage. Aussi,
s'était-il patiemment préparé à attendre ce vaisseau? Sans doute, de diaboliques espions avaient-ils rapporté leurs intentions, car bientôt apparut dans le port une galère noire montée par des marchands de rubis qui avaient de grandes bouches et qui invitèrent les vampires à trinquer avec eux dans une taverne. Le vin qui leur était servi était tiré de sinistres bouteilles grotesquement taillées dans un rubis. Après avoir bu, les vampires se retrouvèrent prisonniers sur la galère noire, comme un jour l'avait été Carter. Cette fois pourtant, les rameurs invisibles ne dirigèrent pas la galère vers la Lune, mais vers l'antique Sarcomande. Ils devaient évidemment amener leurs prisonniers à l'indescriptible grand prêtre. Ils s'étaient arrêtés à ce roc décharné que, dans la mer du Nord, fuient les marins d'Inquanok. Et là, pour la première fois, les vampires avaient vu les maîtres rouges du navire. Rendus malades, en dépit de leur propre laideur, par un pareil comble de monstruosité et d'insupportable odeur, les vampires furent aussi témoins, en ce lieu, des ignobles distractions de la garnison à corps de crapauds. Distractions qui sont l'origine de ces hurlements nocturnes qui terrifient les hommes. Ils avaient ensuite abordé dans les ruines de Sarcomande et les tortures avaient commencé. Leur sauvetage en avait empêché la continuation. Après ce récit, on discuta de plans futurs. Les trois rescapés suggérant un raid sur le roc décharné et l'extermination de toute la garnison à corps de crapaud. Les maigres-bêtes de la nuit n'étaient cependant pas d'accord sur ce point, car la perspective de voler au-dessus de l'eau ne leur agréait pas. La plupart des vampires étaient favorables à ce plan, mais ils étaient incapables de le réaliser sans l'aide des maigres-bêtes de la nuit. Là-dessus, Carter, voyant qu'ils ne pouvaient utiliser la galère qui se trouvait à l'ancre, leur proposa de leur enseigner à se servir des grandes rames. Ils acceptèrent avec empressement. Un jour gris s'était alors levé, et sous un nordique ciel de plomb, un détachement de vampires pénétra dans le répugnant navire et s'assit sur les bancs des rameurs. Carter les trouva assez doués, et avant que la nuit ne tombât, il s'était risqué à leur faire exécuter quelques petites sorties hors du port, à titre d'expérience. Ce ne fut pourtant que 3 jours plus tard qu'il jugea prudent de tenter le voyage. Alors, le groupe des rameurs s'installa enfin, Pickman et les autres chefs étant réunis sur le pont et discutant des méthodes d'approche et d'exécution. Dès la première nuit, on perçut les hurlements venant du rocher. Leur timbre était tel que tout l'équipage de la galère en fut visiblement ému. Mais ceux qui tremblaient le plus étaient les 3 rescapés qui, seuls, savaient exactement ce que signifiaient ces hurlements. On ne jugea pas bon de tenter une attaque de nuit. Aussi le bateau arrêté sous les nuages phosphorescents attendit-il l'ombre d'un jour grisâtre. Quand le jour fut levé et que les hurlements eurent cessé, les rameurs reprirent leur place, les maigres-bêtes de la nuit se mirent à l'abri dans l'entrepont, et la galère s'approcha de plus en plus du rocher décharné, dont les pics de granit s'élançaient fantastiquement vers le ciel triste et gris. Les flancs du rocher étaient à forte pente, mais on pouvait voir çà et là, sur les saillies, les murs renflés de curieuses habitations sans fenêtres.
On pouvait voir également les parapets qui bordaient les autoroutes. Aucun bateau des hommes n'avait jamais approché ces lieux d'aussi près. Ou du moins, ceux qui l'avaient fait n'en étaient jamais revenus. Carter et les vampires, libres de toute peur, continuèrent inflexiblement d'avancer et contournant le flanc est du rocher, gagnèrent les quais que les 3 rescapés disaient se trouvaient sur le flanc sud, à l'intérieur d'un port formé par les prolongements abrupts du rocher. Ces prolongements, véritables presqu'îles, se resserraient tellement qu'un seul bateau à la fois pouvait passer entre eux. Comme il ne semblait pas y avoir de sentinelles, la galère s'engagea avec témérité dans cette sorte de canal et pénétra dans le port stagnant et putride. Là, cependant, tout n'était qu'agitation et activité. Il y avait quelques bateaux ancrés le long d'un quai de pierre repoussant. Il y avait au bord de l'eau un grand nombre d'esclaves presque humains qui portaient des cages et des caisses ou conduisaient des horreurs innommables et fabuleuses jusqu'à de grosses charrettes. Au-dessus des quais, accrochés au flanc de la falaise verticale, il y avait une petite ville et l'amorce d'une route qui, montant en spirale, serpentait à perte de vue jusqu'aux saillies. Personne n'aurait pu dire ce qui gisait à l'intérieur de ce prodigieux pic de granit. Mais ce que l'on apercevait à l'extérieur était loin d'être engageant. Et voici ce qui clôt l'avant-dernier chapitre de À la recherche de Kadat, la dernière nouvelle de ce cycle du rêve.